il y a quelques jours, j'ai décidé de parler sur mon Instagram de ce que je ressentais en tant que mère et de femme, alors que je parle jamais, que ce soit à ma famille, à mes amis ou à mon mec, je parle jamais. Je suis quelqu'un de très pudique. Même si sur mon Insta, je pose beaucoup de photos de nous et tout, en fait, je parle pas de mes sentiments vraiment. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Parce que j'ai eu beaucoup de retours, je ne pensais pas avoir autant de retours positifs et bienveillants. Et tout le monde m'a dit, mais parle, enfin vraiment, libère-toi, ça va t'apaiser et tout. Et dès que j'ai vu ton appel, je me suis dit, ah, c'est l'occasion, je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps, j'ai adoré ce que tu faisais. Et donc voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me lance, même si j'ai peur. Voilà, je me lance. Je pense que je dirais pas que je suis à l'aise, mais je pense que ça a fait son temps, entre guillemets, que ma fille elle a 2 ans et demi maintenant. Donc j'ai eu largement le temps de pouvoir mettre des mots sur les situations que parfois quand tu vis au départ et que tu as envie d'en parler, tu es incapable parce que tu sais même pas ce qui se passe encore, que pour s'exprimer c'est compliqué. Donc voilà le recul, je dirais. Le recul un petit peu parce que ma fille n'a pas non plus 20 ans et genre j'ai plein d'expérience. Alors, ce que j'aurais aimé savoir sur la grossesse, alors que ça allait être si relou, que t'allais avoir des trucs vraiment pas cool. Et quand j'entends vraiment pas cool en termes de grossesse, c'est genre te faire pipi dessus, d'avoir des hémorroïdes, enfin tout ça quoi. Enfin clairement, tu n'es pas au courant de ça. Enfin, et que tu sais pas trop comment le gérer, enfin, et t'as l'impression que t'as un problème, enfin... Pour ma première grossesse, je faisais mes études en Angleterre. Et donc, un matin où je devais avoir mes règles, c'était tout le temps bien réglé, je les ai pas. J'attends 2-3 jours, je les ai toujours pas. Et là, je me dis, c'est pas possible, mon copain il est en France, donc on s'est pas vu depuis 2 mois. Enfin, qu'est-ce qui se passe quoi? Je vais à l'infirmerie, je fais un test, elle me fait des tests, elle me fait une prise de sang, elle me dit je vais te faire quand même un test urinaire pour voir si tu serais pas enceinte. Mais je lui dis mais c'est pas possible, j'ai pas vu mon copain depuis 2 mois, c'est pas possible. Donc elle me dit ah tu sais il peut se passer des trucs et tout, donc on fait quand même le test. Et là elle me dit que je suis enceinte. Donc dans ma tête c'est complètement, enfin tout tourne. Tout tourne, elle m'envoie à l'hôpital pour du coup faire une échographie pour voir à combien de mois j'étais, parce qu'elle m'a parlé de ce que je pouvais faire, du coup si je voulais avorter ou quoi, comment ça se passait et tout ça. Et là je vais faire l'échographie et il me dit que je rentre dans mon 5e mois. Donc là c'est... Quand le gynéco m'a dit que je rentrais dans mon 5e mois, que c'était plus possible d'avorter, dans ma tête, oui, ça a eu comme une explosion quoi. Je savais plus où j'étais, je voyais des étoiles. Il m'a laissé quelques minutes pour digérer la nouvelle. Et ensuite, là, il m'a dit tout ce qu'il fallait faire. Il m'a dit, il va falloir faire des échographies. Il m'a dit si je voulais accoucher en Angleterre ou en France, comment ça se passait du coup en Angleterre et tout. Mais il n'y avait rien qui rentrait dans ma tête. Hein. Je n'entendais plus rien. J'ai juste refermé mon pantalon, j'ai pris le taxi, je suis rentrée dans ma chambre à l'université. Et à partir de là, j'étais dans ma chambre. Je n'avais jamais entendu qu'on m'avait dit que j'étais enceinte, que j'allais avoir un bébé. J'ai repris mes cours, le lendemain je devais aller à l'université, j'ai vraiment fait, enfin c'est pas que j'ai fait comme si, mais c'est naturellement, j'ai continué ma vie comme avant cette annonce-là. Et voilà, du coup j'ai continué à faire la fête. Je continuais à sortir, je buvais, je sais pas si inconsciemment je me suis dit il va peut-être partir et puis je pourrais continuer mes études. Je voulais rester encore en Angleterre pour faire mes études, donc je sais pas si inconsciemment je me suis dit ça, mais voilà. Et là plus on avance et plus je me dis non en fait il va être là quand même, enfin faut peut-être que je prépare. Mon copain il est venu, on en a discuté, on était mais complètement perdus, on savait pas quoi faire, comment l'annoncer à nos familles et tout. Et donc ouais, inconsciemment on a caché qu'on allait avoir un enfant. Inconsciemment, mon corps aussi l'a caché. On n'a pas, enfin, ça se voyait pas, j'avais pas de ventre, rien du tout. Aucun symptôme, pas de sein qui gonfle, rien du tout.
jusqu'au jour où bah, je rentre une semaine avant en France, après avoir passé tous mes examens et tout, enfin mes examens de l'université. Et là, bah, donc je perds les os chez mes parents. Il faut que je dise à ma mère, à qui j'avais pas dit que j'étais enceinte, maman, je crois que je vais accoucher. Et voilà, là, enfin, ouais, c'est l'expérience la plus ouf, la plus difficile de toute ma vie. Et j'en ai jamais, enfin, ouais, j'en ai jamais parlé jusqu'à présent. De jamais parler de ce que j'ai vécu à ce moment-là, de comment c'était dans ma tête, mes sentiments et tout. Parce qu'en fait, je pensais plus au mal que j'ai pu faire à mes proches en cachant cette grossesse-là. Je culpabilisais énormément pour mon fils. Donc en fait, moi, je me suis complètement zappée. Enfin, c'était... voilà. Donc j'ai vécu ça pendant 10 ans. Du coup, après ça, j'ai fait 2 fausses couches. Donc déjà, j'avais un rapport un peu bizarre à la grossesse. Ça a un peu enlevé toute la magie qu'il y avait un peu dans mon inconscient avant. De me dire, ah, en fait, c'est pas forcément un truc cool. Et du coup, c'est devenu très médicalisé parce que j'avais beaucoup d'examens. Mon premier trimestre, j'ai fait 5 ou 6 échos, je crois. Enfin, du coup, ça avait un peu enlevé le côté magique. Et j'étais très malade, c'est-à-dire que je passais mon temps à vomir. Je faisais des malaises tout le temps. Ma première fausse couche, je m'y attendais un peu parce que j'avais un peu des signes avant-coureurs, j'avais mal au ventre et tout, et c'était assez tôt. Donc, je me suis dit, bon, bah, il se peut fortement que ça fonctionne pas. Et ça a été le cas. Après, ce qui a été plus difficile à vivre, c'est que ça a été très médicalisé. J'ai dû aller à l'hôpital tous les jours pendant une semaine. Enfin, c'était hyper pénible. Et en plus, le personnel médical a beaucoup manqué de tact. Donc, du coup, pour moi, en fait, j'y suis allée en sachant que je faisais une fausse couche. On m'a dit, vous savez que vous êtes enceinte? J'ai dit oui. Ils me disent, mais il n'y a pas d'activité cardiaque. J'ai dit, ok. Et en fait, c'est comme ça qu'on m'a dit que c'était terminé. Et du coup, ça a été un peu difficile à encaisser, quoi. Après, je me suis dit, bah voilà, ça arrive, c'était encore tôt, donc voilà. Et pour la deuxième fausse couche, pour le coup, j'ai été suivie par ma gynéco et on avait déjà fait une écho, donc on voyait qu'il y avait une activité cardiaque. Donc du coup, je me disais, bon, ok, c'est peut-être la première fois ça va fonctionner, mais là, ça va marcher, etc. Et on a fait une deuxième écho, tout se passait bien, je me dis, bon, top. Et en fait, le jour de ma fête d'anniversaire de mes 24 ans, je me rends compte que je commence à perdre du sang, que j'ai mal au ventre. Enfin, je me dis, oh, ok, donc là, je vais rien dire à personne. J'étais enceinte de 2 mois et je me dis je vais rien dire à personne et demain j'irai chez le médecin, quoi. J'ai dû être alitée pendant 14 semaines, donc vers 5 mois et demi, en fait j'étais sur le point d'accoucher, quoi, donc j'allais perdre ma fille. Et en fait aussi parce que moi je suis tombée enceinte par hasard, je pouvais plus avorter quand j'ai su que j'étais enceinte. En soi, je voulais pas spécialement avorter, mais quand même, c'est-à-dire que quand on apprend qu'on est enceinte, qu'on n'a pas spécialement envie, qu'on a 24 ans, qu'ensuite on nous dit bon, on peut pas avorter, bon, alors c'est tout un truc à accepter, puis 2-3 mois plus tard, ça y est, il faut être allongé, il se passe ça, on t'explique tout un tas de trucs, t'arrives à l'hôpital, enfin bon, bref, voilà. Je suis restée longtemps à l'hôpital, donc ça a été assez traumatisant, vraiment c'est le bon mot, traumatisant. Voilà, donc non, j'ai pas aimé être enceinte, vraiment, j'ai lié aucun contact avec ma fille quand j'étais enceinte, aucun lien avec ce que j'appelais l'enfant ou le bébé à l'époque, parce que je savais qu'à tout moment je pouvais accoucher chez moi, la perdre. Vraiment, encore aujourd'hui, genre, j'en parle, je veux bien en parler, il n'y a pas de problème, et je sais pertinemment dans le fond que je suis complètement traumatisée par la situation. Moi je refuse toute perspective d'avoir un deuxième enfant. Pas parce que j'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant, mais simplement parce que j'ai pas envie d'être enceinte à nouveau. Et donc je le dis aujourd'hui, même si ça j'ai eu du mal à le dire, et c'est d'ailleurs la première fois je pense que je vais le dire publiquement, parce que j'ai fait des thérapies, j'ai dû voir des gens. Pour moi, ça me dérange, non ? Pour moi, c'est vraiment un énorme traumatisme, la grossesse, donc non, j'ai pas du tout aimé être enceinte. Un des trucs que j'ai le plus mal vécu, c'est comment est-ce que le regard des autres change sur toi. Et ça m'a choquée. C'est-à-dire les gens qui s'approchent de toi pour toucher ton ventre avant de te dire bonjour. Des gens parfois que tu connais pas. Les gens qui te forcent à t'asseoir alors que
t'es très bien debout et que du coup tu finis par être la seule personne assise alors que tout le monde est debout et du coup t'es comme ça. Quand on est mère et même pendant la grossesse, on nous infantilise beaucoup. En fait, je trouve qu'à partir du moment où on est enceinte, on ne devient plus une personne, on est socialement, on appartient à n'importe qui. Il y a un truc très étrange où genre les gens, t'es l'enfant de tout le monde. Des gens, mais genre qui te racontent des trucs hyper durs, tu vois, ou genre qu'il leur est arrivé des trucs hyper chauds et tout. Et tu vois, toi t'es à 5 mois de grossesse, t'es là, attends, juste, dis-moi que ça va bien se passer, et puis si t'as des histoires affreuses, c'est pas le moment de me raconter des trucs comme ça en fait, tu vois. Moi ça m'est arrivé plein de fois, hein, à raconter des trucs et tout, je me disais, mais je veux pas savoir en fait, quoi, tu vois. J'ai eu l'impression pendant une période qu'on voyait seulement que j'étais une maman. Enfin, dès qu'on savait que j'avais 2 enfants, on parlait que de ça. Comment ça se passe, comment tu t'occupes de tes enfants, ah ils sont bien élevés, ah ceci, cela, oh mais tu devrais pas faire ça et tout. Et en plus comme du coup j'étais jeune, souvent on me prenait pour pas une incompétente, mais presque, à tout le temps vouloir me donner des conseils et tout, et donc ça a été un peu difficile. En fait c'est bizarre parce que je me sens pas encore maman. Je me sens moi avec un bébé dont je suis responsable. C'est un peu ça, tu vois. Ça c'est trop bizarre. Et mon ressenti c'est que par contre plus les jours passent, plus l'amour grandit. Et je me souviens le jour de l'accouchement, tu sais, ils te disent de la prendre comme ça, tu la mets tout de suite sur toi. Et je l'ai regardée et je l'ai regardée et dans ma tête je suis là genre mais ça y est, elle est là, il y a un bébé, il y a un petit être, mais je me suis pas dit ouah je l'aime trop, tu vois, c'est trop bizarre. Et je pense que nous on n'est plus dans un truc de, on n'est pas des superwoman, on veut pas tout faire, rien à foutre, mais on veut être nous-mêmes. Et on veut être vu comme nous-mêmes, avec nos faiblesses, avec nos forces aussi, mais pas juste en tant qu'un statut, pas en tant que femme, pas en tant que mère, mais en tant que Josépha, Nathalie, Laetitia, Julieta, Julie. Moi, ça me définit pas d'être la mère de Tiwa. C'est pas ce qui me définit, c'est pas ce que je dis quand on me rencontre, c'est pas le premier truc dont je parle. Ce qui me définit, c'est d'être moi d'abord. Je suis Alexandra Guérin, j'étais là, j'ai grandi là, c'est ça mon background, genre c'est ça que je suis. Et ensuite, oui, j'ai un enfant, j'ai une fille, et évidemment, aujourd'hui c'est 95% de ma vie, mais c'est pas comme ça que je me définis en premier. Par exemple, dans ma bio Instagram, j'ai pas marqué mère de Tiwa, pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que c'est pas là-dessus que j'ai envie qu'on me connaisse. Alors comment je reste Julie, 29 ans, avec 2 enfants, c'est hyper compliqué parce que pour le moment j'ai l'impression d'être juste mère en fait. Par exemple, on a décidé de manière globale d'intégrer nos enfants à notre vie quotidienne. Donc moi la journée, le premier je l'ai gardé 1 an avec moi, donc je l'emmenais partout. Aucun problème là-dessus. Je fais des déj, tu vois, hier je suis allée déjeuner avec une copine, il était là, il est de manière générale tout le temps avec moi, mais le sujet global de mes conversations, ça reste tes gosses en fait. Et tu le fais aussi un peu malgré toi, tu t'en rends même pas compte, mais ça devient genre le sujet de tes conversations, tu vois. Donc c'est un peu, t'as un peu le cul entre 2 chaises quoi. Et c'est clair que les amis, ceux qui te voient, c'est vraiment les amis proches, tu vois. Et ceux avec qui t'entretiens vraiment le truc, parce que, moi j'ai des potes, ça fait 6 mois que je les ai pas vus. Alors oui, c'est clair que tu peux mettre plus de plomb aux gens parce que ton gamin il est malade, parce que en fait t'es juste éclaté de ta semaine et que t'as envie de dormir. Mais les gens ils prennent vachement moins de tes nouvelles. Ils se disent pas ah ouais mais c'est elle qui prend moins de nouvelles. Bah non en fait, tu vois, il y a des... tu t'exclus un peu toi-même en ayant des gosses, tu vois, Et ça, c'est un peu dur à gérer aussi. Moi, j'ai pas ressenti ça du tout comme ça. Après, c'est parce que aussi je suis très bien entourée, j'en ai conscience. Donc forcément, quand t'as de la famille qui t'aide, ou que t'es entourée, ou que tu peux te permettre de prendre des nounous ou des trucs comme ça, bien sûr que ça aide. Mais grâce à ça, on va dire, ma famille, ma mère et tout, j'ai pas senti ce truc, mais aussi le père de ma fille, que je suis bloquée, que je peux pas sortir, ou que je peux pas partir 3 jours en vacances, ou que je peux pas...
je ressens pas ça. Je trouve que ma vie est à peu près la même, sauf que j'ai ma fille qui me pousse à faire plus de choses et qui m'occupe d'une autre manière, mais j'ai pas une vie différente en soi. Voilà, je pense que c'est plus dans ce sens-là, parce que du coup, quand j'entends maintenant le discours de mes copines ou des gens autour qui n'ont pas d'enfants, et qui peut-être en veulent mais ont peur, ou se disent ah, c'est pas le moment parce que j'ai pas la maison, j'ai pas l'appart, ou j'ai pas les moyens, ou alors ça va changer toute ma vie, après je pourrais plus faire ci, je pourrais plus faire ça, franchement je suis pas d'accord. Enfin, moi je suis tombée enceinte, j'avais pas l'appart, je l'ai trouvé parce que forcément quand t'es devant le fait accompli, tu trouves, hein, alors que quand t'es pas enceinte ou quoi que ce soit, tu cherches pas vraiment. Accepter de lâcher prise en fait sur le fait que il y a des trucs que tu pourras plus contrôler, il y a des trucs qui seront différents. Ça c'est assez difficile, mais peut-être surtout pour les gens qui ont... Enfin, moi j'ai beaucoup besoin de contrôler les choses et d'être en maîtrise et tout. Et bon, déjà la grossesse, t'es obligé de... Voilà, t'es plus vraiment en contrôle de ton corps et tout. Enfin, voilà. Et puis aussi, tu vois, par exemple, s'il faut qu'on sorte avec lui et que je dois l'habiller, lui mettre les chaussures, s'il n'a pas envie, ça va prendre du temps, tu vois. Et il faut accepter que tout se passe pas dans l'immédiateté de ce que tu as décidé toi, et c'est plus comme ça, quoi. Et ça, parfois, c'est dur parce que toi, tu sais pourquoi tu dois faire les trucs, tu sais quels besoins tu as et où est-ce que tu dois aller, les trucs que tu dois faire et tout. Mais il faut composer, en fait. Et c'est ça, de savoir que il faut que tu composes avec la façon dont c'est maintenant, t'es un enfant, et puis voilà quoi. Déjà, pour moi, le truc le plus important, ça a été de trouver la bonne nounou. De trouver, je te jure, c'est ouf à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que sans ma nounou, là, cette personne n'existe pas. C'est impossible. Je peux pas me doucher, je peux pas mettre de la crème hydratante, je peux pas manger, je peux pas... Surtout pendant les premiers mois, si t'as pas de nounou ou un parent qui t'aide ou vraiment ton mec qui est là de ouf et tout, c'est dead. Le truc c'est que comme il n'y a pas de congé parental pour les mecs, ton mec il va pas arrêter de travailler. Parce que sinon, vous êtes tous les deux, mais vous avez plus rien. Donc c'est super, tu vois. J'ai pas arrêté du tout de travailler. Enfin, j'ai ralenti le rythme quand même, mais j'ai pas arrêté de travailler. Et surtout, j'ai eu une proposition aussi pour une collaboration pour mes bijoux, genre, je sais pas, 2 jours après mon accouchement, à laquelle je voulais pas dire non. Donc j'ai pas arrêté du tout de travailler. Et en fait, il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai pas envie de ne pas travailler aussi. Pour pouvoir travailler, il faut avoir les moyens qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ton bébé pendant que tu travailles. C'est-à-dire, c'est ouf quand tu y penses. C'est-à-dire que vraiment ce truc d'inégalité, comme tu dis, du fait que si tu veux travailler, il faut pouvoir te permettre de travailler, donc de payer quelqu'un pendant que tu travailles, et parce que ton mec aussi il travaille. Donc, il y a un vrai. L'inégalité homme-femme, elle est d'abord une inégalité entre classes sociales. Moi j'avais arrêté de travailler avec Isaac. T'as vite fait de dire en fait il m'a réveillé 7 fois cette nuit parce que fallait qu'il mange, etc. C'est un bébé, c'est normal. Mais il est 8h du mat et j'ai pas dormi. Donc t'es vite tenté de te dire ok, je passe toute la journée en pyjama devant la télé et je reste avec mon fils et je fais rien quoi. Sauf que si tu fais ça, moi clairement je déprimais si je faisais ça. Et en plus Isaac il est né au mois de septembre, donc l'hiver tu vois c'est long quand tu fais rien quoi. Donc je me forçais à me dire ok, avant 10h faut que je sois prête et qu'on sorte de la maison. Mais genre je me forçais, il y a plein de jours où j'en avais pas envie quoi. Par rapport à est-ce que j'étais jugée quand j'ai arrêté de travailler, oui, bizarrement pas par les gens auxquels je m'attendais, dans le sens où au travail par contre ça a été hyper bien pris. Moi j'ai eu la chance d'évoluer de boulot, je suis passée cadre etc. quand j'étais enceinte. Donc ils m'ont fait beaucoup confiance etc. Et pour le coup, j'ai pas eu trop de mal à leur dire que je voulais pas revenir parce que il y avait plein de choses qui avaient changé entre temps, mes priorités étaient ailleurs, mon poste aussi avait évolué pendant que j'étais pas là et je me sentais pas de revenir et tout le monde a très bien compris. C'était aussi une entreprise où il y avait beaucoup de personnes qui étaient déjà mamans et tout et qui ont compris que moi j'avais pas spécialement envie de revenir à ce moment-là. Même dans mon entourage, proche, on m'a dit mais je sais pas, c'est un peu en gros redescendre d'un échelon parce que
Voilà, t'avais 25 ans, t'étais cadre, t'avais un bon poste et tout. Et là, tu t'occupes de ton fils. Même des fois, on me disait, mais quand je rencontrais des nouvelles personnes, on me disait, mais tu fais quoi dans la vie? Je dis, bah, je m'occupe de mon fils. Mais du coup, tu fais que ça. Je dis, mais comment ça faire que ça? Enfin, c'est pas le Club Med de s'occuper d'un enfant, quoi. Genre, c'est hyper difficile. Fais-le, passe une semaine dans ma vie et tu vas voir ce que c'est de ne faire que ça, justement. Alors en fait, au début, quand on s'est dit que j'allais l'allaiter et qu'il faudrait sûrement que je me lève la nuit et tout et que c'est moi qui allais m'en occuper du coup, on s'est dit on va faire du cododo. Et puis on s'était un peu renseigné là-dessus, donc on a acheté un lit Baby B. Alors c'est le même lit que Jessica Alba. J'avais écrit ça sur la Redoute, je te jure, le même lit que Jessica Alba. Ok, ah, c'est bon, c'est bon, on le prend. Et du coup c'est un truc joli, tu vois, c'est un truc en bois comme ça avec des petits barreaux. Et en fait c'est un demi-cercle que tu colles au lit en fait. Et donc tu as un petit matelas adapté et donc tu mets le bébé dedans. Donc on avait tout préparé dans notre chambre, donc c'était dans notre chambre avec le petit Nico dodo et tout. On est rentré de la maternité, mais il a dormi dedans 5 minutes. C'est comme ce qu'on te dit, quand tu fais du cododo, attention à pas l'écraser. En vrai, je sais pas si quelqu'un a un témoignage, mais je crois que ça arrive pas, ça arrive pas, c'est un truc... On est aussi dans une société où... Voilà, c'est le lit, c'est sacré, c'est pour le couple, quoi. Et si tu fais rentrer le bébé dans le lit, c'est différent, c'est bizarre. Et on te pose plein de questions intimes, comme tu disais. Et voilà, c'est pas normal, quoi. Ce que je pense, c'est que l'accouchement se passe bien, entre guillemets, ou mal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il corresponde plus ou moins à ce que tu t'es dit qui allait se passer. En fait, c'est un moment où tu es tellement entouré, où tu as tellement focus dessus, il y a tellement de livres dessus, il y a quand même une équipe médicale qui est avec toi et tout, etc., qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, même s'il se passe des choses hyper dures, en vrai, au final, t'es en sécurité. Et ton bébé est en sécurité et il y a très peu de chances qu'il y ait la mort qui suive à cet événement-là. Et du coup, je pense que déjà ça, c'est un truc très rassurant et tout, mais je pense qu'il y a tellement d'emphase qui est mise sur ce moment qu'on oublie de parler de ce qui se passe le juste après. Et ça, c'est hyper dur. Ça fait que 14 jours qu'elle est arrivée et que je sens que les hormones c'est les montagnes russes, tu vois. Donc un jour, je suis bien et je me dis trop bien, on va faire plein de trucs, on va sortir. Et le lendemain, je suis pas bien, j'ai envie d'être toute seule avec mon mec, avec mon bébé et basta. Donc je suis encore en dents de scie, tu vois. Donc pour le moment, j'arrive pas à te dire si je relativise plus parce qu'il y a des jours où je relativise pas du tout. Je suis en larmes pour un truc ridicule. Donc j'ai entendu déjà une maman me dire ouais, moi après l'accouchement, j'en avais rien à foutre de mon style. Je pouvais mettre une grosse culotte avec un gros legging et je m'en fichais complètement. Et je me souviens que déjà à l'époque, moi j'étais enceinte et quand elle me disait ça, tu vois, je la regardais genre no way quoi, genre, moi c'est pas possible ça. Et bon après on sait jamais ce qui se passe une fois que t'as un enfant, mais là c'est ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai pas du tout envie de me laisser aller physiquement parce que sous prétexte que j'ai un bébé avec moi maintenant. Au contraire, parce que c'est même mon petit moment à moi de prendre soin de moi, de mettre mes crèmes, de mettre mes bijoux, de chercher une tenue où je me sens belle, c'est ce qui va me faire du bien pour le reste de la journée. Ça, c'est une petite thérapie anti-déprime presque, parce que après l'accouchement, t'es un peu dépendante de tes hormones quand même. Alors je pense que de parler de sexe c'est déjà chaud, parler de sexe postpartum c'est encore plus. Je pense qu'il y a vraiment, je sais pas, je dirais genre 1 an et demi, 2 ans que les langues se délient, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. On a fait des enfants, on était 2. Ta sexualité c'est quelque chose que tu peux vivre seul ou à 2, mais si t'as envie de la vivre pleinement avec ton mec, il faut en parler et il faut bosser dessus, quoi. Pour la première grossesse, donc j'ai eu une césarienne, donc on va dire que ça n'a pas touché mes parties intimes, et donc j'ai pas eu peur de la pénétration, enfin post-partum, et de faire du yoga, ça, je sais pas, ça a relancé ma libido en fait. Donc tout s'est bien passé et c'était hyper cool. J'ai l'impression d'avoir dégonflé assez vite, donc je me sentais aussi peut-être mieux, tu vois, il n'y avait pas de...
je me suis pas sentie genre, je sais pas. Je sais pas comment expliquer, c'est un état particulier, tu vois, donc on va dire le retour à la vie sexuelle avec mon mec s'est très bien passé pour le premier. En revanche, pour le deuxième, bon bah du coup, libido 0. Et j'ai accouché par voie basse, tu vois, donc c'est... bah là, j'ai même pas rattaqué ma rééducation du périnée, je me sens encore hyper flasque, enfin, c'est ton ventre... bah, c'est-à-dire que juste avant de tomber enceinte, je voyais presque mes abdos, tu vois, et là j'ai clairement de la guimauve, donc bon, bah, c'est dur à se réapproprier. J'ai pas pu faire de sport pendant la grossesse, donc c'était dur de me sentir bien dans mon corps. J'avais l'impression en fait que je pouvais rien faire sans être super fatiguée. Et là, bah là j'ai retrouvé grave de l'énergie. J'ai grave perdu du poids, mais enfin tu vois, il y a encore toutes les marques, j'ai encore ma ligne sur le ventre, enfin l'étape de grossesse n'est pas passée, et là j'ai pas du tout envie d'avoir de rapport sexuel encore, tu vois. Moi je m'excusais auprès de mon mec de pas pouvoir coucher avec lui, parce que c'est pas que t'estimes que c'est un devoir, mais genre en fait tu dis mais en fait ton mec ça fait déjà 4 mois que t'as pas couché avec, il doit être au bout de sa life, enfin alors que toi t'es au bout de ta life, mais personne se pose la question de, enfin tu vois. Faut écrire l'histoire à chaque fois en fait. Parce que ben, ça se passe jamais comme tu l'as prévu, ça c'est clair. Et tu vois, moi par exemple, moi je voulais pas allaiter. Mais genre du tout. Et en fait, ben, elle a 14 mois et je l'allaite encore quoi, tu vois. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi, de tout ce que j'ai accompli en tant que mère, en tant que femme, en tant que compagne, voilà.